Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une vidéo d'histoire, jusque là ça n'a pas changé. Par contre ce qui va changer, c'est que je ne vais pas vous parler cette fois-ci des 19e et 20e siècles, qui sont peut-être mes périodes favorites, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et remonter dans le temps est aussi quelque chose d'intéressant. Donc actuellement je fais des articles par exemple sur le site sur le soldat romain, là je ne vais pas revenir sur Rome, mais vous faire un petit quelque chose sur 1529 et 1683. Alors, qu'est-ce qui se passe à ces dates-là? Eh bien, la ville de Vienne, capitale de l'Autriche, subit deux sièges importants au cours de son histoire, et deux sièges qu'elle remporte. La ville n'est pas prise, et ça, je pense qu'il faut revenir dessus, puisque ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global, qui est celui de la montée des Ottomans et de leur reflux par la suite. Car c'est de ceci qu'il s'agit. On va remonter un peu dans le passé. Vous savez que j'aime toujours réexpliquer en quelques minutes les événements passés qui ont amené à ceux du présent qu'on étudie bien sûr. Donc c'est ce que j'ai appris à la fac, donc je continue à utiliser cette méthode que je trouve intéressante. Et là nous sommes à la fin du Moyen-Âge, donc vous savez c'est une période de changement qui s'étend sur plusieurs siècles, ce sont des mutations qui sont longues. Les historiens aiment bien découper le temps parce que c'est plus simple pour l'étudier et pour mettre des bornes, pour instaurer une chronologie. Mais bon, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb que les gens se sont levés un matin en se disant c'est incroyable, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, c'est la Renaissance, tout va changer. Non, les mentalités, c'est quelque chose qui évolue lentement, parfois très lentement, et une période met longtemps à changer, à rentrer en mutation, à passer à une autre époque. Donc là, par contre, à la fin de cette période qu'est le Moyen-Âge, qui vous savez dure 1000 ans, nous assistons à la montée d'une nouvelle puissance aux frontières de l'Europe qui va solidement s'installer dans une grande partie du monde et faire parler d'elle jusqu'en 1918. Donc il s'agit bien sûr des Turcs ottomans. Alors qui sont les Turcs? C'est un peuple qui est venu d'Asie centrale durant le Moyen Âge. Vous savez qu'au cours de l'histoire, il y a eu de grandes migrations des peuples qui partaient avec femmes, enfants et bagages. C'est ce qu'on appelle pour la fin de l'Antiquité les invasions barbares, même s'il faut faire attention à ce terme, avec les Vandales, les Alamans, les Francs, les Huns, etc. Eh bien ça continue durant le Moyen Âge, où des peuples comme les Turcs arrivent en Europe et commencent à vouloir s'installer, prendre des terres au détriment des autres puissances locales. Donc cette branche de l'époque s'appelle les Seljukides. Ceux qui aiment bien le Moyen-Âge connaissent ce nom. Ceux qui ont joué à Age of Empires aussi. Eh bien, ces Seljukides dominent un temps le Proche-Orient au détriment des Byzantins, des puissances arabes, avant de péricliter. Mais les peuplades turcs reviennent quelques siècles après et cette nouvelle branche, les Ottomans, donc ça vient d'un nom qui s'appelle Othman, vous verrez qui est ce personnage. Alors, on ne fait pas un cours sur l'histoire des Ottomans, mais il faut savoir que ces Ottomans conquièrent peu à peu la Turquie actuelle. C'était une région qui était riche. Les Byzantins en tiraient notamment du bois, en tiraient des chevaux, parce que c'était un peuple qui utilisait notamment les chevaux, les fameuses cataphractes. Mais ils perdent, pour des raisons qui dépassent le cas de cet exposé, peu à peu le contrôle de ces terres. Et finalement, en 1453, date qui est très connue, le vieil empire byzantin disparaît avec la chute de Constantinople au profit des Turcs. Et c'est leur arrivée en fait définitive de ce côté-ci du Bosphore. N'oubliez pas que cette ville a pris ensuite le nom d'Istanbul et reste, non pas la capitale politique, mais peut-être économique, touristique de la Turquie. Donc, alors c'est encore un processus qui est long, ça ne prend pas quelques claquements de doigts comme ça, mais dans les décennies suivantes, le pouvoir des Ottomans s'étend dans les Balkans, descend jusqu'en Grèce, il conquiert la Roumanie, la Bulgarie actuelle, malgré une résistance parfois farouche, comme en Hongrie, et aussi n'oublions pas qu'il s'installe durablement au Proche-Orient et va jusqu'aux frontières du Maroc actuel. Donc c'est vraiment un empire extrêmement puissant qui est en pleine phase d'expansion et dont le déclin va être très très long puisqu'il va finir dans l'agonie de 1918 comme on le sait. Or, sur le chemin de l'Europe, puisque les Turcs n'ont pas dit en prenant une carte, tiens, on va s'arrêter là, maintenant on va plus conquérir de nouvelles terres. Non, les décideurs, vous savez, agissent en fonction des événements et les choix des hommes changent. Faut faire attention, nous on connaît les faits des siècles après, mais à l'époque les gens étaient soumis aux mêmes pressions que nous et devaient prendre des décisions parfois dans des contextes difficiles. Donc là, les Turcs n'ont pas arrêté l'endroit où ils vont stopper leur avance, mais sur le chemin de l'Europe se dressent encore tout de même des puissances qui leur résistent, comme les possessions de la maison d'Autriche, qui est dirigée par la fameuse famille des Habsbourg. Donc, ce n'est pas encore un empire uni en Europe centrale
qui a été envahi 2 fois par Napoléon, comme je l'ai dit au début, mais c'est un agrégat de terres plus ou moins disparates, de territoires qu'on retrouve en Autriche actuelle, certes, mais aussi en Europe centrale, en Allemagne du Sud, près de l'Alsace et de la Lorraine. En plus, ce territoire est dirigé par cette famille qui étend ses branches jusqu'en Espagne. Donc c'est l'époque de Charles Quint, le fameux Charles Quint qui dispose de terres immenses. Donc c'est un agrégat un peu difficile à cerner, mais tout de même qui est uni, plus ou moins, ça se fait au cours des siècles, autour de la famille des Habsbourg. Donc Soliman le Magnifique, qui est le célèbre sultan de l'époque, décide de mettre fin à cette puissance et d'attaquer en 1529. Donc Soliman, c'est l'un des sultans les plus célèbres de l'Empire ottoman, c'est celui qui s'est allié avec le roi de France, François Ier, qui était heureux de trouver un partenaire dans le dos de ses ennemis. Vous savez que la grande histoire du royaume de France à l'époque, c'est desserrer l'étau des Habsbourg, qui est à la fois en Autriche et en Espagne, et aussi en Belgique actuelle, qui est une possession espagnole, Pays-Bas espagnol. Et donc, Soliman s'allie avec François Ier. Au printemps 1529, il arrête ses plans et décide d'envoyer ses armées à la conquête de Vienne. Donc depuis la Hongrie qui l'occupe. La Hongrie est sous occupation ottomane et va le rester pendant longtemps. Donc pourquoi attaquer Vienne? C'est comme aujourd'hui, hein. Du moins comme dans les périodes antérieures et les périodes ultérieures. S'emparer de la capitale de son adversaire, c'est toujours un moyen de le frapper à la tête, et c'est un symbole politique, un symbole qui est puissant. Or, les débuts de sa campagne sont très prometteurs. Ses armées sont nombreuses, sont puissantes, elles déferlent sur Belgrade, elles attaquent aussi en Slovaquie actuelle, s'emparant de plusieurs places, et réussissent à fondre sur la route de Vienne en septembre 1529. La ville est encerclée à la fin du mois et coupée du reste du monde, son dernier lien avec l'extérieur, les ponts sur le Danube, ayant été détruits. Donc Soliman aligne devant cette ville de Vienne qui lui résiste encore une impressionnante masse de plus de 300 000 hommes. Pour les armées de l'époque, c'est beaucoup. Sauf qu'en face, il n'y a que 18 000 soldats dans la ville, qui pour la plupart sont des mercenaires espagnols ou de Bohême, donc l'actuelle République tchèque. Alors devant un tel tableau, vous imaginez bien que la situation paraît désespérée. D'autant plus que, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'histoire, par souci d'économie, les remparts de la ville sont mal entretenus depuis des dizaines d'années. Un rempart, ça coûte cher, et surtout, dès la fin du Moyen-Âge, on en détruit beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que les menaces paraissent moins importantes, notamment à l'intérieur des terres, là où il n'y a pas de frontières, et une muraille autour d'une ville, c'est un peu comme un corset, ça l'empêche de se développer, ça nuit aux communications, à la construction d'immeubles, etc. Donc là, les remparts de Vienne étaient mal entretenus depuis des décennies parce que ça coûtait trop cher. Donc, des remparts qui sont en ruine, 18 000 défenseurs face à 300 000 hommes, on pourrait se dire que l'affaire va se régler en quelques claquements de doigts. Non, car ces défenseurs sont animés d'un moral puissant, d'un moral à toute épreuve, et parviennent habilement à défendre leur position. Donc durant 15 jours, les Turcs attaquent, les assauts s'enchaînent, mais sont repoussés. Alors ils décident d'en finir, donc ce sont des puissances qui à l'époque ont déjà même beaucoup d'artillerie à poudre noire, et qui savent manier cette nouvelle composante de la guerre qui arrivait à la fin du Moyen-Âge, et qui à l'époque est une réalité normale. Donc ils décident d'en finir, ils creusent une galerie, et font sauter une puissante mine sous les remparts à la hauteur de la porte de Carinthie. Donc la Carinthie, c'est le sud de l'Autriche, c'est un actuel land en Autriche qui est celui qui est le plus au sud vers le méridien. Donc c'est un succès. Après le fracas de l'explosion, après qu'il soit retombé, après que la poussière se soit dissipée, les hommes découvrent une brèche de 80 mètres dans la muraille, une longue balafre par laquelle les forces de Soliman s'engagent évidemment à l'assaut de Vienne. Par contre, leur tâche est difficile encore une fois. Pourquoi? Eh bien parce que les défenseurs ont fait incendier les maisons des faubourgs de la ville pour les empêcher de s'y cacher ou de s'y mettre à couvert. Vous imaginez bien que c'est une situation et une décision qui est difficile à prendre, puisqu'on parle de plus de 800 maisons qui ont brûlé, donc les gens ont dû être évacués, et les flammes de l'incendie se sont vues pendant longtemps. Ça gêne les assaillants dans leur progression. De plus, à l'intérieur même des remparts, du fait des combats, du fait de l'artillerie, de nombreux bâtiments sont en ruine et là encore les empêchent d'avancer aussi bien qu'ils le voudraient. Donc leur assaut est une fois de plus repoussé, mais les défenseurs sont parvenus à l'extrême limite de leur capacité défensive et une nouvelle attaque ne peut que les emporter. Donc la situation est là. Et
survient un événement dont on a du mal encore à comprendre l'origine. Donc vous savez, en histoire, on ne sait pas tout, on ne saura jamais tout, d'autant plus pour les périodes comme les périodes modernes, mais encore plus le Moyen-Âge et évidemment encore plus l'Antiquité. Puisqu'on manque de documents, on n'a pas tout enregistré comme on peut le faire actuellement, pas de télévision, pas de téléphone, etc. Donc là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais Soliman décide tout de même de lever le siège et de se retirer en bon ordre. Soulagement dans la ville, évidemment, mais on peut soulever tout de même quelques hypothèses. Certains historiens pensent que c'est la farouche résistance des Viennois qu'on a vu qui les a impressionnés. D'autres disent que Soliman craint que les choses ne traînent en longueur. Bon, il ne sait pas encore combien il y a de défenseurs dans la ville, il ne connaît pas très bien leur effectif, hein, et il a peur que l'hiver ne le surprenne loin de ses bases de départ. Donc ce n'est pas anodin pour des périodes ultérieures, souvenez-vous, les hivers en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à l'époque c'est encore pire, on craint l'hiver, à cause des communications, à cause du froid, et tout ce genre de choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas en hiver. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on a, une image d'Épinal, que les hommes arrêtent tout combat pendant l'hiver. Non, dès le Moyen-Âge, ça je vous engage à lire Philippe Contamine, spécialiste de la guerre au Moyen-Âge. Donc c'est un livre qui est un peu ardu, hein, c'est universitaire, mais c'est intéressant. Donc Philippe Contamine raconte, explique que dès la fin du Moyen-Âge, on s'est battu durant l'hiver, parfois farouchement, et il donne plusieurs exemples. Donc là, à l'époque, ça continue. On a des combats hivernaux, mais ils sont beaucoup moins nombreux que ceux de la belle saison, ça c'est vrai. Et donc Soliman a peut-être peur de se faire piéger dans une région qu'il connaît mal, qu'il contrôle mal, par les rigueurs de l'hiver. Enfin, peut-être soupçonne-t-il l'arrivée de renforts. On le verra pour le siège de 1683, ça a été le cas. On ne sait pas très bien ce qui l'a motivé, c'est peut-être sans doute même une combinaison de ces trois facteurs que l'on a vus, mais il se retire. La ville est sauvée. De nouvelles attaques la menacent, en 1532, en 1541, elles sont assez proches, mais finalement, en 1546, je vais y arriver, la frontière se fixe durablement et la ville semble hors de portée de tout problème. Mais on va le voir au cours d'une seconde vidéo, qu'elle subit à nouveau un terrible siège en 1683. Mais j'ai décidé de nous arrêter là parce que c'est une autre époque, ce ne sont pas tout à fait les mêmes réalités, et nous verrons ceci au cours des semaines à venir. Je vous remercie, restez à l'écoute.